Watergate, diamant de Bokassa, faux terroriste irlandais de Vincennes, Rainbow Warrior ou plus récemment Karachi, Cahuzac. Les affaires révélées par le journalisme d'investigation sont devenues au fil des années monnaie courante. En 1906, le président américain Theodore Roosevelt qualifiait les journalistes d'enquête de fouille-merde. Des propos forts, presque insultants, et pourtant ils reflètent plutôt bien la réalité du métier de journaliste d'investigation. Le journalisme d'enquête apparaît aux États-Unis à la fin du 19e siècle. La figure de proue de ce nouveau type de reportage n'est autre que Joseph Pulitzer, le créateur du célèbre prix qui porte son nom. Enquêter, vérifier et révéler sont les trois mots d'ordre du journaliste d'enquête. Dès les années 1880, de nombreux reporters mettent en pratique ces principes. Les plus honorables sont Lincoln Stephens. Il publiait dans le New York World une enquête de longue haleine, accablante sur la corruption des hommes politiques de son époque. Ironie du sort, cette enquête va permettre à Theodore Roosevelt de briguer son premier mandat. Le journalisme d'investigation retentit déjà comme une bombe au sommet de l'État. Nellie Bly, elle, va pousser le journalisme d'enquête à l'extrême. Pour le New York World, elle enquête sur un asile pour femmes, le Blackwell Island Hospital. Pour ce faire, elle simule des problèmes psychiatriques et se fait interner. À sa sortie, elle dénoncera les conditions épouvantables d'internement des patientes. Souvenez-vous, fouille-merde, disait Roosevelt. La tradition du journalisme d'investigation va se poursuivre aux États-Unis pendant près de 80 ans, avant que ce journalisme s'exporte massivement, notamment en France. Nous aborderons dans ce reportage les grandes heures du journalisme d'enquête, son présent et son avenir, à travers les affaires qui l'ont fait, qui le font, celles qui le feront ou peut-être ne le feront pas. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Tradition oblige, l'art du journalisme d'enquête atteint son paroxysme aux États-Unis. L'affaire, le Watergate. Le 17 juin 1972, le bâtiment du Watergate à Washington DC, et plus précisément le siège du Parti démocrate américain, est cambriolé. À première vue, rien de plus banal qu'un simple vol avec effraction. Pourtant, il s'agit là du plus grand scandale politique de l'histoire des États-Unis. Deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, sont intrigués par des détails suspects. Ils s'emparent de l'affaire, contre l'avis de tous, ou presque. Personne n'a cru au Watergate. Tout le monde disait « Vous imaginez le président des États-Unis envoyant 4 bandits masqués ne parlant pas anglais dans leur talkie-walkie en plein milieu de la nuit ?» Personne ne pouvait y croire. Ils pensaient tous que le Washington Post détestait tellement Nixon que nous étions prêts à tout pour le mettre en échec. Les gens ont sûrement pensé que Bradley défendait encore son ami disparu. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne pouvais pas croire qu'il avait fait ça. Et on comprend les Américains. Cette affaire est un véritable sac de nœuds. Rien ou presque ne semble relier le cambriolage à la Maison Blanche. L'enquête de Woodward et Bernstein est minutieuse et avance petit pas par petit pas, piétine presque. Un informateur secret va alors mettre la puce à l'oreille des deux journalistes. Gorge profonde, la source de Woodstein, comme on appelle dorénavant les deux journalistes, va baliser leur enquête et donner de plus en plus de certitudes. Pas à pas, les reporters du Poste découvrent que l'opération était directement pilotée de la Maison Blanche via le comité de réélection du président Nixon, avec la collaboration du FBI et de la CIA. Après près de 2 ans d'enquête et de révélations en cascade, les pièces recueillies par Woodward et Bernstein sont transmises à la commission d'enquête sénatoriale. Cette dernière demande ni plus ni moins que la destitution du président. Elle lance une procédure d'impeachment. Elle n'ira pas au bout. Le 8 août 1974, le président Nixon annonce sa démission. Pour la première fois, on parle d'un journalisme comme quatrième pouvoir, capable grâce à l'art d'enquêter, de renverser un président. Woodward et Bernstein sont devenus de véritables symboles. En France, pas de destitution, mais les journalistes d'investigation ont révélé des affaires qui ont elles aussi fait trembler le pouvoir en place. Devenu grand spécialiste du genre, le Canard enchaîné révèle le 10 octobre 1979 l'affaire des diamants de Bokassa. Une plaquette de diamants figurait aujourd'hui en gros titre ou en bonne place dans plusieurs journaux français. Le journal Le Monde lui-même en a fait état très largement, d'abord à la première page, puis sur 9 colonnes en page intérieure, sous le titre « Les retombées de l'affaire de Bangui ». Jacques Fauvet, le directeur du Monde, y a consacré un éditorial réclamant la vérité pour l'honneur du pouvoir. Alors de quoi s'agit-il? Tout est parti d'un document publié par le Canard enchaîné, une photocopie de 4 lignes signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats
destiné à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui, c'était en 73, Bokassa n'était pas empereur, M. Giscard d'Estaing était ministre des Finances. Bien évidemment, Valéry Giscard d'Estaing dément. Il ne cache pas qu'il existait cadeau entre chefs d'État. Il réfute cependant l'hypothèse selon laquelle il aurait reçu des mains de Jean Bedel Bokassa une ou plusieurs plaquettes de diamants. D'abord les cadeaux officiels. Comme chef de l'État, je donne et je reçois des cadeaux officiels. La seule vraie question, c'est celle que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je ne demande de cadeaux à personne. Ces cadeaux, ils sont, sans que je m'en occupe, je peux vous le dire, apportés à l'Élysée, ils y sont conservés, et ils n'en sortent que pour deux usages, soit qu'ils soient attribués à des œuvres de bienfaisance, soit lorsqu'ils ont un intérêt à cet égard, ils sont remis à des musées. Et enfin, à la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique, et j'ajoute méprisant. De nombreuses zones d'ombre doivent encore être éclaircies. Selon un ancien des renseignements généraux, la DCRG était au courant de l'échange de présents entre Giscard et Bokassa. Il déballe ce qui va devenir l'affaire des diamants, en m'expliquant que Bokassa donnait régulièrement des sachets de diamants à Valéry Giscard d'Estaing, mais également à son entourage, à des ministres français. Les diamants de Bokassa ont en fait réellement existé. Ils ont été revendus par l'Élysée 111 547 francs, bien moins que ce que le Canard avait annoncé. Autre président, autre affaire. Sous Mitterrand, cette fois, la grande figure française du journalisme d'investigation, Edoui Plenel, révèle dans Le Monde l'un des plus grands scandales politiques français, le Rainbow Warrior. Contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Cela s'est passé en Nouvelle-Zélande. Une bombe a fait sauter le chalutier de Greenpeace. Il y a un mort parmi l'équipage. Le bateau devait participer à un mouvement de protestation contre les essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. La campagne de protestation a aussitôt été annulée. Le 10 juillet 1985, le bateau a été coulé par deux explosions. Rapidement, la police néo-zélandaise va arrêter un homme et une femme, les époux Thurange. Ils ont loué une camionnette, elle a été repérée par un vigile dans le port le soir de l'explosion. Deux hommes sont arrêtés à leur tour à bord de l'UVA, un bateau à voile. Ils ont posé les bombes. Des doutes entourent cette affaire, la DGSE, les services secrets français, pourraient être impliqués dans l'attentat. J'ai vu cette dépêche et je me suis dit, ok, ça c'est la maison. Quand on a vu ce message et qu'on l'a lu ensemble, on a dit ça, c'est la DGSE. Hein. Voilà. C'était, comme on dit en langage policier, c'était gros comme une maison. Hein. Déboule dans mon bureau, sans crier gare, le directeur central de la police judiciaire. Ouh là là, monsieur le ministre, regardez ça. Ça, c'est encore une connerie des services spéciaux. Un homme décide de se consacrer pleinement à cette enquête. Edoui Plenel, alors journaliste au Monde, enchaîne révélation sur révélation. Les époux Thurange et les deux plongeurs arrêtés sont bien des agents de la DGSE. Il met aussi en cause le ministre de la Défense Charles Hernu et par conséquent le président François Mitterrand et son premier ministre de l'époque, Laurent Fabius. Hernu dément. Il a menti au Premier ministre. Hein? Il a menti au Premier ministre. Moi, j'ai entendu. Donc, je l'ai entendu mentir. Donc, je suis là quand il ment. Bon. Il dit quoi? Hein? Il dit au Premier ministre que ce sont les Anglais. Vraiment la scène la plus pénible de ma vie, quand j'ai vu Charles Hernu dire que c'était probable, on avait l'assurance que c'était un coup des Anglais monté contre nous, et qui suait à grosses gouttes dans le bureau du président de la République. Transpirer. L'affaire crée de nombreuses tensions diplomatiques entre la Nouvelle-Zélande et la France. Pour se défendre, l'État français tente de démontrer que les faux époux Thurange et les plongeurs de l'UVA n'ont pas pu commettre l'attentat. Le 17 septembre 1985, Le Monde révèle l'existence d'une troisième équipe. L'information aurait été divulguée par le ministère de l'Intérieur. Pierre Jox, alors locataire de la place Beauvau, tenterait de tuer politiquement Charles Hernu. Face à tant de fuites, le secret ne peut être gardé plus longtemps. Le 22 septembre 1985, Laurent Fabius confirme en personne l'implication de la DGSE dans le naufrage du Rainbow Warrior. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Cette vérité a été cachée au conseiller d'État Bricot. J'ai rendu compte au président de la République de ces faits graves. Et nous avons estimé que des mesures immédiates s'imposent. Premièrement, un nouveau chef de la DGSE sera nommé dès le prochain Conseil des ministres. Cette affaire reste la plus grande couverte par un journaliste d'investigation en France.
Certains l'ont même appelé le Watergate français. Durant les années 70 à 90, bon nombre d'affaires ont été mises au grand jour. Les diamants de Bokassa et le Rainbow Warrior donc, mais aussi l'affaire du sang contaminé en 1991, celui de l'amiante dans les années 70 puis 90, les faux terroristes irlandais du bois de Vincennes en 1982. Après tant de succès, on pourrait penser que la vie du journalisme d'investigation ne serait pas mise en danger. Pourtant, la crise économique ne permet plus aux rédactions de placer des journalistes sur des enquêtes de plusieurs mois, voire plusieurs années, avec le risque que les investigations n'aboutissent pas. Peu de journaux sont prêts à franchir le pas. L'avènement des pure players, les journaux en ligne, dont Mediapart a cependant donné un nouvel élan à un journalisme d'investigation qui s'est soufflé. Bettencourt, Karachi, Cahuzac, autant d'affaires qui sont sorties dans les colonnes numériques du journal participatif en ligne. Mediapart étonne par son rendement, mais peut-on s'en offusquer alors qu'un journaliste comme Fabrice Arfi, à l'origine de l'affaire Cahuzac, ne traite que 4 sujets en 4 mois. Mediapart met les moyens pour une information de qualité et fait payer ses exclusivités à ses abonnés. Aujourd'hui, l'information devient de plus en plus racoleuse et les sujets sont de moins en moins traités en profondeur. Quant aux magazines d'actualité télévisuelle, ils revendiquent leurs investigations, enquêtes d'action, enquêtes exclusives, mais surtout enquêtes de téléspectateurs. La question de l'avenir du journalisme d'investigation se pose alors. Demain sera-t-il possible de vivre un nouveau Watergate, un nouveau Rainbow Warrior? Les scandales politiques ne cesseront peut-être pas, seront-ils pour autant mis au jour par des journalistes d'enquête? Ajoutons à cela le bidonnage de certaines boîtes de production qui collent des images qui n'ont aucun rapport avec le reportage et qui pourtant se revendiquent magazines d'investigation. Hier, nous avons voulu nous informer et pour cela, nous avons regardé la délicieuse émission d'information de TF1, Appel d'urgence, présentée par la non moins délicieuse Carole Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Quelle belle histoire va-t-elle nous raconter aujourd'hui? Ouvrez, police! Je n'ai jamais eu aussi peur. Ok, il s'agit donc d'une enquête sur les mineurs délinquants. Mais où ça? Pendant 3 mois, nos équipes ont suivi ces policiers de choc. Paris, 6 h du matin. Paris, quartier de la Bastille. Les enquêteurs arrivent au pied de l'immeuble du suspect, situé dans une cité du nord de Paris. Nous sommes donc en France. Ces vols ont augmenté de 40% ces 2 dernières années. Principale cible des voleurs, les personnes âgées. Sauf que la vidéo qu'ils utilisent pour illustrer la violence à Paris date de 2005 et est disponible sur tous les bons YouTube. La scène se passe à Washington. L'affaire avait fait la une de tous les journaux. L'homme a été condamné à 15 ans de prison et ce n'était pas une vieille dame, mais une sans-abri. Si le journalisme d'investigation n'est pas mort, il est souffrant. Certains journaux comme Mediapart en sont la perfusion qui le maintiennent en vie. Mais jusqu'à quand le 4e pouvoir pourra-t-il survivre sans être évincé ?